Bonjour à toutes et à tous. De retour pour compléter le cours que nous avons déjà entamé il y a quelques semaines. Aujourd'hui, on va passer à une autre étape relative à l'analyse des systèmes en utilisant bien évidemment le formalisme réseau de Petri. La fois dernière, nous avons vu un certain nombre, donc on a passé en revue un certain nombre de notions, telles que, par exemple, le cas des réseaux de Petri bornés, sauf qu'on parlait de la bornétude, la notion de cas borné, et lorsqu'on a k est égal à 1, c'était le cas sauf, donc 1 borné. Aussi, nous avons vu les notions, par exemple, de vivacité, et donc blocage. C'est quand on juge qu'un réseau de Petri soit vivant ou pas. La quasi-vivacité aussi, les notions aussi de blocage. Le cas état de puits, par exemple. Aussi, nous avons vu les notions de conflits structurels et les conflits effectifs, et on a montré la différence entre ces deux notions. Aussi, on a parlé par la suite des graphes de marquage, et on a montré comment construire les étapes à suivre pour construire un graphe de marquage. Et on s'est retrouvé avec des cas compliqués, surtout non bornés, et on s'est posé la question sur comment régler et remédier à ce problème. Et c'était la proposition de graphes ou arborescences de couverture pour justement cerner et rendre quand même le graphe qui n'était pas borné et qu'on n'avait pas la possibilité de s'arrêter, parce qu'à chaque fois qu'on cherche un marquage, ça évolue de façon continue, et on a remplacé cette évolution de façon continue par un certain paramètre que nous avons noté oméga. Donc aujourd'hui, on va essayer bien sûr de continuer le travail en utilisant d'autres notions, par exemple introduire par exemple la notion de vecteur caractéristique. On va utiliser ce que nous avons vu avant, ça veut dire la matrice d'incidence, qu'on a pu calculer à partir de réseau de Petri en calculant la fonction d'incidence avant et l'incidence et la fonction d'incidence arrière, ça veut dire les sorties, les entrées, et cette fonction d'incidence, cette matrice d'incidence, n'est autre que la différence entre ces sorties et ces entrées. Donc, ces deux notions vont être utilisées, notamment pour calculer un marquage donné, sans bien sûr passer par un marquage, ou plutôt sans passer par faire du calcul en franchissant transition par transition. Donc, on suppose que nous avons une séquence de franchissement, de transition, et à partir de ces différentes informations, on peut de suite déduire un marquage donné en utilisant, comme j'ai dit, la séquence de cotisation, le vecteur caractéristique et la matrice d'incidence. Donc voilà, donc on commence par donner une définition sur ce vecteur caractéristique. Donc le vecteur caractéristique S tiré bas est un vecteur de dimension M, où chaque composante I correspond au nombre de franchissements de TI dans S.
Donc ici, vous avez S, une séquence de franchissement, transition TI appartenant à l'ensemble des transitions, et vous avez le cardinal de T qui est M. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons voir la séquence donc, de commutation, bien sûr, qui contient un certain nombre de transitions. Ici, M transition, de T1 à Tm. Et en fonction du nombre de fois qu'on va franchir T1, on va récupérer ces nombres qui vont être caractérisés, bien sûr, qui vont être mis dans le vecteur caractéristique. Donc, ils vont caractériser notre vecteur qu'on vient de définir. Donc, je reviens à la définition pour le comprendre mieux. Donc, on a dit que le vecteur de caractéristique S-bas, donc dans l'exemple ici, est un vecteur de dimension n. Ça veut dire que la dimension de ce vecteur est caractérisée par le nombre et relié et lié directement au nombre de transitions qui contient la séquence de commutation, la séquence de transition. Ça veut dire pour chaque composante de ce vecteur, I correspond au nombre de franchissements de TI dans S. Ça veut dire les composantes ici, I, 1, 2, 3, 4 composantes, représentent le nombre de franchissements de TI dans S. Je donne le même exemple ici. Si on choisit, par exemple, séquence de transition, de franchissement donnée par T1, T2, T1, T3, T2, ici, M est égal à 4, ça veut dire que vous avez 4 transitions. Donc, si vous regardez dans la séquence, il y a une transition qui n'apparaît pas, en l'occurrence la T4. Alors, compte tenu de cette définition, on peut récupérer notre vecteur caractéristique S-bas. Donc finalement, S-bas, c'est quoi? C'est, comme j'ai dit, le nombre de franchissements pour chaque coefficient ici, pour chaque composante I. Je commence par exemple, T1. Donc T1 apparaît deux fois, donc je note 2. La deuxième composante, c'est T2 qui va apparaître aussi deux fois, donc je vais noter 2. La troisième composante, c'est la T3 qui apparaît qu'une seule fois, et la T4 qui n'est plus là, donc il n'apparaît pas, donc je mets 0. Donc remarque ici, vous avez deux remarques. S ne représente pas forcément une seule séquence possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, il se peut qu'on aura S bar. Donc en tout cas, S n'est pas unique. Je peux par exemple avoir une séquence S dont les transitions sont franchies par exemple en utilisant l'ordre T2, T1, T2, T3, T4, ce que vous voulez. Donc, en tout cas, ça n'est pas unique cette séquence dans un réseau de Petri donné. La deuxième remarque, c'est que pour un S-bas, ici, le vecteur caractéristique, il peut correspondre à deux séquences S et S'. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire, supposons que vous avez, je reviens au même exemple, supposons que S' est égal, effectivement, 2, 2, 1, 0. Avec 2 représente le nombre de T1, 2 le nombre de T2 qu'on peut franchir, et 1 représente le nombre de franchissements de T3, et 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de franchissement de T4. Donc, je peux avoir une autre séquence, par exemple, je change juste l'ordre, T2, T1, T2, T1, T3. Et quand vous calculez donc les composantes ici, on aura exactement la même composante, les mêmes composantes. Ça veut dire les mêmes vecteurs caractéristiques. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette deuxième remarque.
Ok, donc une fois défini le vecteur caractéristique, maintenant on peut donner l'équation fondamentale ou l'équation d'état qui sera utilisée bien sûr pour calculer un marquage donné compte tenu de son marquage initial MI et bien sûr de son vecteur caractéristique et sa matrice d'incidence. Donc ici, si la séquence de franchissement S est telle que MI S MK, ça veut dire tel que j'ai un marquage final MK partant d'un marquage initial et en suivant cette séquence de commutation, alors on a cette équation. Donc ici, je rappelle juste la signification de chaque composante de mon équation. S-bas, c'est juste un vecteur caractéristique. MK, le marquage final. MI, le marquage initial. SC, ou on peut le noter aussi, selon les références, W, la matrice d'incidence. Alors, pour expliquer cette équation importante, on essaie de travailler sur un exemple. Donc, on va essayer d'être simple. Donc, partant d'un marquage initial, M0, donné par 0, 1, 0, 0, 1. Ensuite, on va franchir T2. En tout cas, c'est la seule possibilité. En franchissant T2, je récupère un marquage M1. Ensuite, à partir du marquage M1, donc la transition validée c'est bien T4, j'aurai donc le marquage 1, 0, 0, 0. Ensuite, j'ai cette transition qui est franchissable et donc j'aurai 0, 1, 1, 1 comme marquage qu'on a noté M3. Ensuite, je passe par la transition T2 pour récupérer un quatrième marquage. Donc l'idée, c'est dans un premier temps calculer le marquage M1 en partant du marquage M0 et en prenant en considération cette séquence qui contient seulement une transition qui est T2. Donc, appliquant l'équation d'état, donc ici K est égal à 1, donc M1 est égal à M0 plus la matrice d'incidence fois le vecteur caractéristique qu'on a noté S-bas. Donc, M0, c'est bien ce marquage. W, c'est facile à calculer donc à partir de ce réseau. Et le S-bas, qui représente le vecteur d'état, est déduit à partir de là. C'est-à-dire qu'on va regarder les composantes, combien de fois vont apparaître sur la séquence. Donc, ici, on voit qu'une seule transition qui va apparaître, en l'occurrence la T2, donc je note ici 1, puisqu'il apparaît qu'une seule fois. Maintenant, je passe à M2. Donc, la question, quel est le marquage de M2 en prenant en considération le marquage M1 comme marquage initial et bien sûr la séquence composée d'une transition T4. Donc, ça donne M2 est égal M1 comme marquage initial plus la matrice d'incidence multipliée par le vecteur caractéristique. Toujours, on cherche le vecteur caractéristique par voir combien de fois les transitions apparaissent dans notre séquence. En fait, on a une séquence entre M1 et M2, une séquence composée de seulement une transition T4 qui apparaît qu'une seule fois. Donc, je mets ici au niveau de T4 1 et les autres n'apparaissent pas, donc c'est 0, 0, 0. Donc, cela veut dire que je peux récupérer M2 en utilisant une relation directe, en remplaçant M1 ici par son expression, M0 plus W fois son vecteur caractéristique, d'accord? On récupère cela, donc on aura M2 est égal à M0 plus W fois ça. Donc, j'aurai M0 plus je peux bien sûr factoriser par la matrice W et je rajoute ce vecteur à ce vecteur et j'aurai 0, 1, 0, 1. Donc ça, c'est la méthode simple. La méthode ou l'équation fondamentale, c'est que on peut faire le calcul d'un marquage donné à n'importe quel ordre, bien sûr,
et en prenant en considération le marquage initial et la matrice d'incidence et le vecteur caractéristique. Donc, je vais essayer de le faire, par exemple, à partir de ce marquage. Donc, deux marquages, on a fait premier M1, deuxième M2. Donc, je vais essayer de calculer le marquage M2 en utilisant le marquage M0, la matrice d'incidence et le vecteur. Donc, M2 est égal à M0 plus la matrice d'incidence multipliée par le vecteur caractéristique relative à la séquence de franchissement, de transition, contenant cette fois-ci T2 et T4. Donc, vous avez la séquence pour laquelle nous avons T2 apparaît une fois et T4 apparaît une fois. Je note pour T2 son apparition une seule fois et pour T4 son apparition une seule fois aussi. Et après, on calcule marquage M2. Donc, on peut le faire, bien sûr, pour M4. Et cette fois-ci, vous considérez la séquence T2, T4, T1, T2. Donc, pour T1, il va apparaître une seule fois, il y aura ici 1. Et pour la T2, il va apparaître deux fois, donc j'aurai 2. La T3, 0. Et la T4, une seule fois. Et je fais mon calcul. Donc, voilà comment on procède. De façon générale, et lorsqu'on a bien sûr un cahier de charge bien clair et imposé par en général un client et qui me demande bien sûr de faire un certain nombre de calculs. Donc pour ne pas perdre trop de temps, bon ça c'est le cahier de charge et te demande de respecter cette séquence en franchissant T3, T4, T1, T3 dans cet ordre. Donc, nous avons comme donné le réseau de Petri et la matrice, la séquence de transition, de franchissement S. Donc, à partir du réseau de Petri, je récupère la matrice d'incidence. C'est la fonction post-entrée, la fonction sortie moins la fonction d'entrée. D'accord. Et je peux récupérer, parce que j'ai besoin de mon vecteur caractéristique, que je peux récupérer à partir de là. Donc, ici, le nombre de fois qu'on peut franchir T1, ici c'est une seule fois, je mets 1. Le nombre de fois que je peux franchir T2, ici c'est 0, donc je mets 0. La troisième transition, ça veut dire le nombre de fois qu'on va franchir, cette fois-ci T3. Donc T3 apparaît deux fois, je mets 2. Et la T4 apparaît une seule fois, donc je la pose ici. Donc, finalement, vous avez le nouveau marquage, ça veut dire le marquage lorsqu'on fasse un franchissement de 4 transitions. Donc, ça donne un marquage. Ce marquage est égal le marquage initial. Donc, ici, ce n'est pas MK, c'est plutôt MI. Je me suis trompé. MK, c'est vraiment ce qu'on cherche. Donc, MI, donné par le marquage initial, donc on n'a pas choisi le même marquage, donc on a choisi ce marquage initial comme étant 00110, d'accord, plus la matrice d'incidence multipliée par notre vecteur caractéristique que nous avons calculé. Finalement, on récupère le marquage souhaité. Donc, on parle par la suite de composantes répétitives et donc on parle de la notion de vivacité, alors qui sont des conditions pour pouvoir dire que les composantes sont répétitives ou vivantes, à partir bien sûr de l'exploitation de cette matrice, de cette fonction d'état. Donc, s'il existe un vecteur, on va dire, de pondération ou un vecteur caractéristique tel que la multiplication de C par S tiré by est égal à 0, alors MK est égal à 1. C'est-à-dire le marquage final est égal tout simplement au marquage initial. C'est-à-dire je retourne à mon état de marquage initial. Donc l'ensemble des transitions franchissables de S, donc c'est S et S bar, ramène au vecteur initial. Donc, comme définition, on appelle composante stationnaire
J'ai noté ici entre parenthèses invariant de transition. Parfois, on rencontre dans d'autres références T invariant. L'ensemble des transitions de S telles que nous avons cette condition, c'est S-bas est égal 0. Et donc, on parle de la vivacité. Et donc, en propriété, il existe toujours une transition de cet ensemble qui est tirable. Comme ça, on parle vraiment de la vivacité qu'on a déjà donnée comme propriété lors d'une séance relative à ce cours. On parle ensuite de la notion de composante non stationnaire qu'on peut relier à la propriété de bornétude. Ça veut dire que votre réseau de Petrie n'est pas borné ou non borné. Donc, s'il existe cette fois-ci cette relation, ça veut dire une inégalité, donc c'est S-bas supérieur à 0, ça veut dire que mon marquage MK ici est supérieur à MI. Donc, MK, la marquage supérieur à MI, ça veut dire que l'évolution de marquage reste toujours en augmentation. Et donc, on parle d'un réseau non borné. Dans ce cas-là, on peut en tirer la définition suivante qui dit on appelle composante non stationnaire l'ensemble des transitions de S tel que c'est S-bas est supérieur à 0. Ça veut dire si vous faites un calcul et vous arrivez à trouver que le marquage K est différent ou supérieur plutôt à MI, donc tout de suite on peut parler d'une composante non stationnaire et donc de la non-bornitude de notre réseau de Petrie. Aussi, il y a la notion de composante conservative. Donc, on suppose de V comme vecteur colonne de pondération des places. VT transposé de V et noté VT. Donc, la multiplication de VT par MP donne une représentation ou bien représente une combinaison linéaire des places. OK. Donc, l'équation d'état est donnée par MNR dans le cas général, MN plus R du réseau R, plus MN de R, plus C S-bas, c'est l'équation fondamentale, que nous avons multiplié par VT, par ce vecteur colonne de pondération des places. Donc, s'il existe V tel que V transposé multiplié par votre matrice d'incidence est égal à 0, donc on parle ici de bornitude. C'est pourquoi on a utilisé un vecteur colonne de pondération des places, parce qu'on juge la bornitude par le nombre de jetons qui se trouvent au niveau de chaque place. Et est-ce que ce nombre est limité ou pas? Donc alors, vous avez VT, c'est S-bas est égal à 0. Et bien sûr, VT du marquage final, on va dire à l'instant R, de ce réseau de Petrie grand R est égal ce même vecteur colonne de pondération multiplié par le marquage initial ou le marquage à l'instant N de ce même réseau de Petrie. Donc l'ensemble des places contient toujours le même nombre de jetons. Ça, c'est important comme déduction. Et par la suite, on peut donner la définition suivante relative aux composantes conservatives. Donc, on appelle composante conservative ou parfois on parle d'un variant de place ou place au P invariant les solutions en V de l'équation VT ou V transposé multiplié par C est égal à 0. Donc finalement, en essayant de résoudre cette équation, on peut récupérer justement l'ensemble des composantes conservatives ou ce qu'on appelle les P places. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce cours et merci encore une fois pour votre attention. Au revoir.